Bonjour à tous, c'est Loki, la légende des séries, et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle série de vidéos qui va donc ressembler un petit peu aux premières vidéos de cette chaîne avec quelques changements que je vais effectuer personnellement. Pour commencer, si tout se passe bien, normalement, cette vidéo, vous allez avoir en fond un peu une espèce de trailer de la saison 1 de la série dont on va parler aujourd'hui en fond et un écran, si ça se passe, légèrement flou un peu devant pour que vous voyez quand même les images que je vais vous présenter. Enfin, on verra comment ça se passe. Je vais essayer de faire un peu plus de montage que les autres vidéos, voir un peu comment ce que ça peut donner, sans passer évidemment par PowerPoint. C'est un test. On verra. Là, ça arrive à caser le son, tout ça, etc. On va voir comment ça se passe. Bref. Donc aujourd'hui, nous allons tenter une toute nouvelle forme, un tout nouveau format de vidéo, une review sur chaque épisode d'une série. Alors, je sais que ça peut être long ou quoi, mais sachez au contraire que je pense que ça peut être potentiellement même mieux. Je vais m'expliquer. Avec cette méthode, les vidéos seront plus courtes, mais également plus ancrées en profondeur. Les récaps longs de 3 heures au début, comme les deux premières vidéos, seront bannis et le plaisir de voir une telle vidéo sera, lui, de retour. Bon, vous êtes prêts à rentrer à Storybook avec moi? Parce que c'est parti! Alors, donc là, on peut dire que nous sommes donc au premier épisode de la saison 1 de Once Upon a Time, une série sortie en 2011. Le titre de l'épisode est donc Il était une fois, et nous allons observer la vie d'Emma basculer lorsqu'elle reçoit un invité. Dès les 3 premières minutes, nous allons avoir l'introduction des deux personnages fondamentaux, pas encore principaux, et de la méchante de cette saison. Pour commencer, le prince charmant en plein conte de fées avec Blanche-Neige, où les 7 nains sont autour d'un cercueil de verre dans lequel Blanche est dedans. Alors que dans le conte original, c'est en faisant tomber le cercueil et donc indirectement en délogeant la pomme empoisonnée de la gorge de Blanche, qu'il la sauve. Mais ici, Charmant s'ouvre à Blanche d'un baiser d'amour véritable, le moteur de cette série sur les 7 saisons qui vont arriver. Mais la fin fut changée puisque la méchante reine viendra rompre l'ambiance des noces des deux futurs époux en annonçant déjà son attaque fatale. Pour moi, là, on rentre déjà dans l'histoire de la série. Là, on est dans le commencement important et en plus, il y a des libertés qui sont prises, ce qui fait qu'on ne connaît pas forcément toutes les histoires des personnages. Parce qu'ils sont inspirés de contes de fées. Si vous avez vu Blanche-Neige, bah, la série racontera l'histoire différemment. Ça, c'est cool. Et puis, il y a un petit rajout qui pour moi est très sympathique dans la vie personnelle, c'est le fait de voir la vilaine déjà forte. On la voit ridiculiser les gardes, on voit les villageois qui ont tous peur d'elle, qui sont tous inquiets. Ça pose l'ambiance de la série et c'est une excellente introduction de personnage. Pour moi, c'est quelque chose qui est tout de suite validé. Première apparition de la méchante reine, boum, on impose, c'est parfait. Ici, nous allons parler d'Emma Swan et de son influence incroyablement bien faite et un développement déjà bien avancé dans le premier épisode. En effet, on va commencer avec une femme badass qui est la meilleure dans son métier. Son entrée pourrait rappeler celle de Regina, avec la même grâce et le même sentiment quand on les voit pour la première fois. Waouh! De plus, la musique d'intro d'Emma Swan m'a rappelé un peu celle de Lucifer sur les bords. C'est pas la même musique, mais c'est le même style de musique. Je dis pas que c'est la même musique. Ce qui n'a fait qu'augmenter encore plus mon impression vis-à-vis de cette apparition. On apprend rapidement qu'elle est garante de caution, sans parents, sans famille, jusqu'à l'arrivée du jeune Henry Miles, qui vient en tant que fils abandonné par Emma il y a 10 ans. Alors abandonné, le mot est un peu fort, moi je ne savais pas exactement quel mot choisir. C'est plutôt qu'elle avait un enfant, qu'elle ne pouvait pas et qu'elle ne voulait pas l'élever à ce moment-là de sa vie. Et donc elle l'a laissé à l'adoption. Mais je ne trouvais pas un autre mot que abandonné à ce moment-là quand j'ai... C'est très compliqué. Franchement, je ne sais pas encore quel mot. Je ne vais pas dire laisser, parce que laisser c'est un peu trop vague. Abandonner, pour moi c'est un mot un peu trop puissant. Mais il rentre bien dans le cadre parce que c'est un acte qui a vraiment bouleversé Emma finalement. Et là, quand il va arriver, ça va commencer l'un des meilleurs développements d'Emma, puisqu'en 40 minutes, Emma va beaucoup changer. Elle va comprendre ce que c'est que d'avoir une famille, elle tombera sous le charme parental d'Henri. Elle culpabilisera, elle regrettera son geste et voudra rester auprès de lui.
peut-être pour l'élever ou pas. On ne sait pas encore à ce moment-là vraiment ce qu'elle veut faire, si elle veut l'élever, le connaître, si elle veut remplacer Regina, on parlera également d'elle un peu plus tard. On ne sait pas grand-chose au début. La relation est même de moins en moins contrastée, puisque d'un côté, au début, il y a vraiment Emma qui reste assez froide, très éloignée, qui n'est pas si attachée, et qui ne croit pas du tout aux histoires d'Henri, qui sont donc que les contes de fées existent pour de vrai. Et de l'autre côté, on a lui qui est vraiment à fond dedans, et je trouve ça génial, un développement sur ça, plutôt que juste Hey maman, il y a Blanche-Neige et d'autres personnages de contes dans une ville. Et elle qui te répond Ok, ça marche. Là, on a un développement, puisqu'elle elle est vraiment cynique de ce côté-là, elle n'y croit pas. Et ça rend vraiment le tout délicieux, parce que c'est. On a vraiment des scènes déjà humoristiques, on a vraiment de tout, et ça rend ce début très intéressant. Là, on a un développement, on a quelqu'un à convaincre pour tout le monde, et ça c'est bien, parce que c'est pas vraiment le héros qui arrive, c'est bon, je sais déjà tout, je sais ce qu'il faut faire, tout ça. Non, elle n'y croit pas, elle est un peu réticente. Et en plus, à la fin de l'épisode, la relation Henri et Emma est encore très puissante, malgré l'unique épisode. Et ça rend encore la relation encore plus belle. Petit point qui est un peu négatif pour moi, c'est que c'est dès le premier épisode qu'on apprend qu'Emma est la fille de Blanche-Neige et du prince charmant. Un détail que j'aurais trouvé intéressant de garder pour plus tard. Bon, c'est pas un drame, mais pour moi, c'est quelque chose qui est assez choquant pour que je le relève et que j'en parle dans ma vidéo. C'est pas un drame, mais voilà. C'est quelque chose, à titre personnel, je l'aurais laissé un peu en suspens. On n'en parle pas trop. On sait que, voilà, je garde le côté où Henri dit Mais Emma, t'es dans le livre. Et sans trop revenir dessus. Après, c'est sympa, il y a d'autres points positifs en fait, qui nous est dit dès le début. Mais c'est quelque chose que je regardais comme un mystère qu'on aurait appris en moitié de saison. Mi-saison, pour moi, c'est un détail qui n'arrivait pas dès le début. Pour moi, je trouve ça un petit peu. Après, ça ramène beaucoup d'autres points positifs également, mais ça reste pour moi un point négatif. Bon, il serait un peu temps de parler de la vilaine là. Il y a tout autant à dire sur elle que sur Emma ou les deux protagonistes de la série. Mais là, franchement, on va parler un peu plus de Regina que de la méchante reine en réalité. Je vais m'expliquer, parce qu'on voit pas beaucoup, on voit pas assez la première, parce que c'est pas encore axé vraiment sur elle. Heureusement, c'est quelque chose qui est donc appuyé sur la deuxième partie, on va dire le deuxième épisode, la deuxième partie du pilote. Mais pour l'instant, on est un peu plus sur le côté Regina que la méchante reine. Et on va apprendre que Regina est la mère de la ville, là pour commencer, et surtout la mère adoptive d'Henri. Et même si on ne sait pas encore comment elle a eu Henri ou pourquoi elle a voulu Henri, on se doute que son attaque, sa malédiction, lui a permis de rester en tête de force. C'est-à-dire que c'est elle qui est la mère de tout le monde quand même. Elle gère une ville, là où il y a de Blanche-Neige dedans. On pense que sa malédiction, clairement, on voit qu'elle a un contrôle dessus. Elle a décidé de rester, pour sa malédiction, en tête de force. Et on aura même quelques suspicions avec elle, elle se souvient de l'autre monde, ce qui serait assez logique. Évidemment, je ne vais pas encore parler des autres épisodes, je parle d'un épisode par un épisode, même si j'ai déjà vu quasiment toute la série, je dis pas tout parce que j'ai pas tout vu, il me manque la deuxième saison. Mais clairement, à ce moment-là, on peut se dire, dans le premier épisode, est-ce que Regina se souvient qu'elle a été la méchante reine ou pas? Est-ce que la malédiction l'a infectée, elle, ou pas? On a quelques doutes, mais ça semble assez évident quand on y réfléchit. Avec Emma, au début, elle semblera être amicale, donc le genre de mère qui est sympa, qui habite dans sa ville. Elle semblera même un peu chaleureuse, mais elle aura juste en fait envie qu'Emma dégage pour ne pas nuire à sa relation avec Henri. Ce qui va déclencher une forte rivalité entre les deux femmes et dégrader leur relation petit à petit. Et assez vite dans un seul épisode. En fait, proportionnellement, la relation Emma-Henri va grandir aussi vite que la haine entre Emma et Regina. Donc, on pourrait même dire que Henri est le moteur de la dualité entre elles, et c'est parfait. Parce qu'il ne fallait pas qu'elles soient ennemies à cause «Oh, t'as fait le mal, je suis bien, je viens de battre». Non, il leur fallait une raison personnelle, quelque chose qui rende personnelle l'histoire du fait que Emma, elle va rester pour Henri, parce qu'elle se rend compte de qui est Regina, et ça, franchement, c'est une histoire à développer également. Et c'est cool que dès le premier épisode, on nous dise, voilà, elle reste parce qu'il y a une dualité, une histoire personnelle entre la vilaine et la gentille. Et ça, pour moi, c'est cool. Et en plus, on voit bien que leurs buts sont opposés, parce que la méchante reine, elle a dit vouloir détruire les fins heureuses et
décider elle-même de ce qu'est une fin heureuse, alors que Henri a bien dit à Emma que c'était elle qui devait rétablir les fins heureuses. Alors, comment parler de la série sans évoquer la ville au centre des saisons de cette série? Son nom est Storybook, une ville créée pour la série, ce qui permet même de donner une autre dimension à l'histoire et ce qui accentue son côté magique. Et là-bas, les allusions aux contes sont multiples. Pour commencer, on a le livre d'Henri, par exemple, qui comprend donc les histoires des contes, et qui va même avoir une place importante au cœur de la série, et de plus en plus d'ailleurs, avant de presque disparaître petit à petit. Mais au début, on le voit apparaître comme un simple livre de contes qui relate les histoires que Regina cachait. On va également avoir l'apparition de Jiminy Cricket sous la forme d'un homme qui se fait appeler Archie, le psy d'Henri, et même Leroy, qui est en réalité Grincheux, donc le nain le plus développé parmi les 7. Et on sait totalement que les personnages sont bloqués temporellement, c'est-à-dire qu'ils ne vieillissent pas. Dans la ville, la malédiction fait ça. Ils ne vieillissent pas, et en plus ils ne se souviennent pas de leur vie passée, déjà, et ensuite ils ne quitteront jamais la ville, parce que s'ils le font, il y aura des problèmes. Emma, elle en a fait des frais, elle a fini en prison. Bon, c'est très vite résumé, hein, parce qu'il y a une histoire avec le loup, le problème, l'accident, l'alcool, mais ça se fait que personne, quand on rentre à Storybrooke, ne peut la quitter. Quand on rentre, on y reste bloqué. Et voilà, donc je trouve que Storybrooke, c'est une ville qui a franchement été très bien imaginée, ses lois ont été très bien imaginées, la magie a été placée comme il faut, c'est parfait. Et pour moi, le meilleur personnage de cette saison est sans conteste le grand, le puissant, le beau gosse Rumpelstiltskin. J'adore ce personnage. À mes yeux, il est parfait cette série. Et même, j'ai envie de dire qu'il porte en fait un peu la série, que c'est lui qui fait le talent de la série, avec Regina également, mais je n'en ai pas encore parlé dans cet épisode parce que pour moi, on n'en est pas encore au stade où elle porte la série, mais pour moi, Rumple et Regina portent totalement la série sur cette saison. Mais Rumple, franchement, c'est mon préféré. On le découvre pourtant en prison, une prison donc, qui appartient à Blanche et au prince charmant. Et on peut déjà deviner dès sa première apparition qu'il est doué de prémonition, il voit le futur. Et puis franchement, dès sa première apparition, c'est quand même un personnage qui, même s'il est enfermé, il en jette carrément. Il est derrière les barreaux, mais il arrive à deviner qui sont ses invités, il devine ce qu'ils veulent, il arrive à faire un marché malgré bien qu'il ait quasiment rien à donner au final. Hein. Je veux dire, c'est des informations, Blanche et le prince charmant ne pourront jamais savoir si c'est vrai ou faux au moment du marché. Pourtant, Blanche, prête à tout, elle accepte le marché, et lui, il le sait qu'elle est prête à accepter le marché. Et on sent qu'il a quand même un grand sens du marché, quoi. Je veux dire, pour en faire autant, même malgré le fait où la situation est un peu perdue, quoi. Et ça ne sera pas la seule fois, d'ailleurs. Il n'a pas de grand avantage, il est emprisonné, il fait un marché. Donc, on va vite apprendre que Henri, en fait, il réalise la prophétie que Rumpelstiltskin a devinée en voyant le futur. C'est-à-dire qu'il va ramener Emma lors de son 28e anniversaire. C'est elle qui doit rompre la malédiction de la reine. C'est bien de l'avoir dit ici, ça casse un peu, du coup voilà, c'était un point positif, de savoir que Emma est la fille de Blanche et du prince charmant, c'est le point positif. Même si ça reste négatif pour moi, c'est un des points positifs, c'est que Rumple est là pour leur dire, on sait qu'il a une place déjà importante dans l'histoire à ce moment-là, ce qui est pas mal. Et dans le monde entre guillemets réel, donc Storybrooke, on va apprendre que Rumple est devenu Monsieur Gold, et c'est quand même un homme qui possède toute la ville. Et ouais, bitch. Le mec, il gère toute la ville. Il est propriétaire de toute une ville, le mec. Alors, on imagine déjà difficilement sa richesse. C'est vrai que dans les 7 saisons, on n'a jamais eu un gros plan de Storybrooke, donc on ne peut pas savoir si la ville est très grande. On peut pourtant supposer que oui, parce qu'au fur et à mesure, il y a quand même plein de gens qui arrivent. Je veux dire, on a quand même tout un royaume dedans, donc la ville, franchement, pour moi, la ville, quand on parle de Storybrooke, je l'imagine au minimum aussi grande que Paris. Au minimum, franchement, parce que quand on me dit que toute la malédiction emmène les gens dans une ville, c'est-à-dire même les gardes quoi, on n'en parle jamais. Dans cette saison, on m'a jamais dit, oh, il y a un garde, parce que les gardes, malgré quand on va revenir au moment
des mémoires qui vont revenir à tout le monde. On parlera jamais des gardes qui reprendront un rôle normal. Je veux dire, tout le monde va reprendre sa place dans la ville, un peu comme avant. Et je trouve que on parle jamais de la taille de la ville. Alors c'est bien, ça rajoute un côté très mystique, très... Ouh, la magie. Mais on parle pas... Et franchement, comme on me dit que Monsieur Gold est propriétaire de toute la ville, bah ouais, mais... Du coup, le mec, il est riche comment? C'est Crésus, le mec, non? Il est... Je sais pas, moi, quand on me dit qu'il est riche, franchement, je te l'imagine un peu au niveau de toucher 2 fois le salaire d'un président de République français pour avoir géré une ville comme aussi grande que Paris, par exemple. Voilà, c'est mon avis personnel, évidemment, je peux me tromper. Si vous voulez en débattre, on peut en débattre dans les commentaires. Moi, je suis de toute façon très respectueux et très libre, et franchement très disposé à en parler. C'est une série que j'aime au même rang que, voilà, que Agent of Shield. Les deux sont en top 1, et franchement. Et si vous voulez en parler, il n'y a pas de souci. Moi, c'est mon avis, mais je peux très bien me tromper. Et franchement, même ça soulève une autre question, mais ça, on va y répondre assez rapidement, pas dans cette vidéo, mais dans la prochaine. C'est pourquoi Monsieur Gold, donc Rumpelstiltskin, possède toute la ville. Si Regina a géré la malédiction, comment elle a pu le laisser avoir tout ça? Et ça, ça va donc approfondir la relation, les liens un peu flous le long de la saison entre Rumpelstiltskin et Regina, la méchante reine. Et là, franchement, de voir ça comme ça montre que Rumple est toujours un homme malin, et que c'est pas la dernière fois que je dirais que c'en est un. Vous m'entendrez très souvent dire les louanges de ce personnage. D'ailleurs, il y a même un moment où on va suspecter qu'il y a quand même un truc un peu étrange, parce qu'il va arriver derrière Emma, et il va dire Emma. C'est un joli prénom. En mode un peu comme s'il se souvenait de la discussion qu'il avait avec Blanche. Est-ce que c'est le cas? Et donc moi je le sais. Ceux qui ont vu la série ils le savent. Ceux qui regardent et qui regardent vraiment cet épisode pour voir un peu le premier épisode, je ne veux pas vous spoiler. Mais voilà. Charmant et Blanche. Oh, il fallait que j'en parle. J'étais obligé, même si je vais beaucoup plus parler de Blanche que de Charmant. D'ailleurs, ouais, on va vite parler de Charmant, comme ça on n'aura plus à parler que de Blanche. On va dire que dans le monde réel, bah, il est dans le coma. Parce que la méchante reine, bah, elle a attaqué le château, juste avant la malédiction. Il y a un des gars qui a poignardé Charmant. Il est tombé dans l'inconscience, la malédiction est arrivée, ça l'a porté dans le coma. C'est très rapide, mais c'est parce que c'est pas très intéressant, mais c'était quand même un point à soulever. Parce que c'est très intéressant de les séparer dès le début. Bon, petit point négatif et positif en même temps, parce que ça a du bon comme du mauvais en fait, c'est que dans la série, ils sont quasiment toujours séparés. Sauf à certains moments, mais évidemment, ils seront quand même assez souvent séparés. D'ailleurs, très clairement, l'attaque de la méchante reine au château avant la malédiction, c'était pour chercher l'enfant. Donc, très clairement, elle sait qu'il y a quelqu'un qui peut rompre la malédiction, apparemment. Alors, est-ce que ça a un lien avec le fait que Rumple soit aussi puissant, parce que c'est lui qui a quand même dit tout ça? Est-ce qu'il y a des liens? Ça, on le saura dans la prochaine vidéo, de toute façon. Il n'y a pas plus de détails, même si, clairement, donc, la série a acharné contre eux, faire tomber leur couple plus d'une fois. Et en ce qui concerne donc Blanche, on va même parler du cas de Gemini ou de Gold, hein, de toute façon, les 3 personnages, on pourra déduire assez rapidement que leur nature profonde n'a pas vraiment changé. Gemini, par exemple, il reste quelqu'un qui a l'écoute pour aider les autres, il est psy. Hein, Jiminy Cricket, je vous rappelle, c'est Pinocchio, c'est ne ment pas, quoi. Donc, à un moment donné, les gars, le mec, il est psy, il a fait une phrase sur le mensonge à Henri. La nature profonde du personnage n'a pas changé malgré la malédiction. Monsieur Gold, c'est pareil. S'il possède la ville, c'est quand même un homme d'affaires, quelqu'un de businessman un peu, qui fait donc des marchés. Rumpelstiltskin faisait beaucoup de marchés. La nature profonde ne change pas. Blanche, c'est la même chose. Quand elle fait son cours au début, premier épisode, elle te parle d'amour, elle te fait des discours d'amour. On sent très clairement que c'est des genres de phrases qu'elle pouvait très bien dire ou penser vis-à-vis de Charmant. Et à la fin, elle te garde de longs discours d'espoir. Et ça, franchement, je trouve que c'est quelque chose de sympa. Le fait que la nature profonde des personnages ne change pas. Ça montre un développement, un caractère fort des personnages. Et pour moi, c'est un grand oui. Bref, en conclusion, la trame est lancée. La malédiction de Regina semble perturbée. Emma arrive dans un monde totalement nouveau. Elle est remplie de personnages que nous ne connaissons pas encore tous à ce stade. Et très clairement, après ça, personnellement, moi j'ai eu envie de voir la suite. Évidemment, j'en regarde les épisodes avec vous, mais ça me donne toujours envie de revoir la suite, de voir le premier épisode. On est jeté dedans, il y a plein de mystères qu'on nous lance. Pas trop peu. Pour moi, on est à un stade vraiment
parfait, l'introduction de la série est vraiment réussie. On a une bande-son qui commence en douceur, la musique elle est vraiment douce, si on écoute, on pose des bases, là on n'est pas en train de lancer dans des combats vraiment hard, même s'il y a eu un combat qui était pour moi très bien chorégraphié, c'est entre Charmant et les deux gardes noirs, au moment où ils portent Emma pour aller à l'arbre. Ce moment-là, on a un combat qui pour moi est très rythmé, très bien fait, très bien filmé, les mouvements des épées sont très fluides, et franchement, je trouve que c'est pas vraiment un combat d'épée, genre oh, oh, je te bats. Non, non, c'était vraiment un combat qui était pour moi bien chorégraphié, pour un début de série évidemment. Donc pour moi, c'est très clairement un 19 sur 20 pour cet épisode. Parce que je noterai quand même le mystère donc, des parents d'Emma qui était résolu trop vite. Et alors, un point sur lequel je n'ai pas encore trop parlé, parce que je ne sais pas dans quelle catégorie le ranger, les histoires des flashbacks. Alors, dans la suite de la série, tel que je m'en souviens encore, parce qu'évidemment ça remonte à quand même un peu longtemps, la saison 1, tout ça, les flashbacks ils sont parfaits, on est au bon moment pour montrer le parallèle entre le passé, le présent, il y a des choses qui s'y passent en rapport, etc. Mais là, dans le premier, on aurait pu avoir vraiment une suite très linéaire, ça serait passé crème. Euh, alors, ça aurait rallongé un peu le suspense d'Emma, genre ses liens de parenté, quoi. Mais ça aurait pas coupé des scènes trop importantes. Je m'explique, par exemple, tout con, la scène où Emma va... pardon, pas Emma, Blanche va parler avec le prince charmant dans la tour en disant faut qu'on aille lui parler, est-ce que tu veux aller le voir lui? Tu sens qu'il y a un moment de suspense et on te coupe la scène pour après te présenter un peu le skin. Alors oui, le suspense est à son comble, mais je pense qu'à ce moment-là, on aurait pu vraiment avoir une scène ensemble, avoir vraiment une suite linéaire. Pareil, truc tout con aussi, c'est le moment où on a Emma qui se crache contre le panneau parce qu'elle voit un loup. Bon, on aurait pu avoir directement son réveil en prison, y avoir une transition à ce moment-là vraiment assez linéaire également. Les cuts sont pas mauvais, je veux dire, les flashbacks sont plus ou moins bien placés, et vraiment je suis très pointilleux pour parler de ça, mais je trouve qu'à ce moment-là, dans cet épisode-là, le premier, on aurait pu avoir quelque chose de linéaire. Après, c'est pas le gros point négatif, vraiment, parce que c'est même quelque chose que j'aurais pu totalement dont ne pas parler. Si j'en parle, c'est vraiment pour être très pointilleux, et bon, je suis un peu chiant, mais voilà. Après, ce qui est bien aussi dans le fait de l'avoir mis, c'est que bah, l'introduction, là, le premier épisode, il te balance la série. Et la série, ce sera tout le temps comme ça. Dans tous les épisodes, tu as du moment de présent et de passé. Ou dans le monde et dans l'autre monde. Donc ça te ment pas sur la série. Je veux dire, tu sais très bien que la série va se passer comme ça. Il y aura des moments dans le passé, dans le présent, point. Donc c'est pas non plus trop négatif, mais bon. Le reste, évidemment, est parfait dans l'épisode. Je ne vais pas revenir dessus. Voilà donc pour moi, pour le début, en espérant que cela vous ait plu. Et bah franchement, à bientôt. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez penser au like et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao ciao.